on fait les trous chez moi. Il n'en est pas question. Vous devez ici. Pas là, c'est tout. C'est à moi ces arbres-là. C'est à vous ces arbres-là? Oui, c'est à moi qui les ai plantés. Plantés. Ah, j'ai entendu. Christiane Roger est une grand-mère de 83 ans qui n'a pas sa langue dans sa poche. À tel point qu'elle a été filmée en décembre 2011 par l'un des ouvriers présents ce jour-là dans son jardin. Excusez-moi, madame. Et moi, vous me faites pas ça. Si. Non, parce que si vous parlez plus haut, moi je parle aussi plus haut. Hein. Ouais, Et moi, vous me faites pas ça, d'accord? Je vais appeler les flics alors. Eh ben, allez, Je vais les chercher, je vais chercher les flics. Eh ben, allez chercher. Allez-y, vite fait. Non, mais... Je vais chercher les flics alors. Et allez-y si vous avez quelque chose dans la culotte. L'incroyable Tati Daniel pourrait faire rire. Seulement quelques mois plus tard, elle a été assassinée dans d'épouvantables circonstances. On se déteste dans cette famille. On se déteste tous. La mort par étouffement, c'est une mort douloureuse. Ces derniers instants, ils ont été horribles pour elle. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qui leur est passé par la tête pour faire un truc pareil? Elle m'a dit, bah, tu verras, un jour je la tuerai. Chantal, c'est argent, argent, argent. Ta gueule, les connards. Nadine Mouk, Nadine Babek. Tout commence le mardi 6 novembre 2012. Il est 9h30. Dans son appartement parisien, Jacques Dupuis, auxiliaire de vie, appelle comme chaque matin Christiane Roger. Jacques Dupuis, c'est un peu l'homme à tout faire de Madame Roger. C'est quelqu'un qui lui fait les courses, c'est quelqu'un qui s'occupe d'elle au quotidien, on va dire. Il cherche tout d'abord à la joindre au téléphone. Le téléphone ne répond pas. Alors il s'inquiète, et puis il se rend chez Madame Roger pour aller voir ce qui cloche. L'homme saute dans le premier métro et se précipite au domicile de Christiane Roger, au Perreux-sur-Marne, à l'est de Paris. Et ce qu'il va y découvrir ne va pas le rassurer. Bien au contraire. Il a un double des clés, il y a ce grand portail qui est fermé par un cadenas. Il ouvre cette première barrière. Il va arriver devant la maison. La première chose qu'il voit, c'est les volets qui sont fermés. Le jour est déjà levé depuis longtemps, hein, et d'habitude, Madame Roger est quelqu'un d'alerte, qui se lève très tôt. Il va pénétrer à l'intérieur de la maison. Jacques Dupuis ne trouve pas tout de suite Madame Roger. Très inquiet, il va dans sa chambre. Christiane Roger est allongée sur son lit. Elle ne semble plus respirer. Elle a les yeux et la bouche ouverte. Il lui prend le pouls, il lui palpe les jambes, il la touche un peu aussi au niveau du cou. Il constate finalement que elle n'est pas seulement inanimée, mais elle est morte, Madame Roger. Sous le choc, l'aide à domicile alerte immédiatement les secours. À cet instant précis, il imagine que la vieille dame s'est paisiblement éteinte dans la nuit. De premier abord, ça peut être une mort naturelle. Il a eu la veille au soir Madame Roger au téléphone. Madame Roger, elle a 83 ans, on peut penser qu'elle a pu mourir dans son sommeil, Madame Roger. Seulement, en examinant le corps de la petite mamie, le médecin légiste va constater que Christiane Roger n'est pas morte de sa belle mort. Ce qui ne va pas dans cette histoire, c'est que la police va trouver des indices d'une mort violente. Le corps de Christiane Roger présente des traces de coups. Les services de police vont constater qu'elle a des côtes cassées. Madame Roger a des ecchymoses, notamment des ecchymoses sur le visage. Et une mâchoire fracturée. Et ce n'est pas tout. Après avoir été battue, la vieille dame sans défense a été sauvagement étranglée.
Elle porte des traces au niveau du cou. La mort par étouffement, c'est une souffrance. Et on imagine qu'effectivement, ces derniers instants, ils ont été horribles pour elle. Pour les voisins de la victime, c'est la stupéfaction. Et là, on nous apprend que Madame Roger est décédée. Madame Roger, moi, je la connais depuis que j'ai l'âge de marcher. C'était juste pas pensable. La petite mamie était bien connue dans le paisible et luxueux parc du Perreux. Et sa violente agression ne peut avoir qu'une seule explication. Le quartier où habitait Madame Roger était un quartier très riche. C'est une résidence un peu fermée sur elle-même, hein, où vivent des gens de la grande bourgeoisie parisienne qui ont choisi notamment de s'exiler un peu plus loin en banlieue. Donc pour tout le monde, c'était un crime de rôdeur. Enfin, ou un cambriolage qui avait mal tourné, ou enfin, c'était un problème de cambriolage. Seulement, plusieurs détails vont venir contredire cette hypothèse du cambriolage. La porte a été défoncée parce qu'on retrouve un morceau de chambranle de la porte qui s'est détaché donc du montant de la porte. On découvre également que le verrou a probablement été arraché lors de ce défonçage et qu'il a été refixé. Et ce n'est pas tout, il manque le trousseau de clés principal, c'est-à-dire la clé qui ferme le verrou principal de la porte. Ce qui laisse à penser, finalement, que quelqu'un a volé le trousseau de clés en refermant ensuite la porte d'entrée de la villa. Un cambrioleur qui prend le temps de réparer la porte qu'il a cassée. Pour les enquêteurs, ce comportement est plutôt étrange. Et surtout, il y a un autre détail qui cloche. Si elle avait été tuée pour être dépouillée, on verrait qu'il y a des choses qui ont été volées et on ne voit pas. Il n'y a pas de vêtements au sol. Il n'y a pas... le sac à bijoux n'a pas disparu. Conclusion, ça, c'est un meurtre. De toute évidence, ce mardi 6 novembre 2012, quelqu'un est venu chez Christiane Roger dans l'unique et ferme intention de la tuer. Alors, qui a bien pu perpétrer ce crime particulièrement odieux et pourquoi ? Pour le savoir, l'affaire est confiée aux enquêteurs du 36 quai des Orfèvres. Et d'emblée, ils vont découvrir que bon nombre de personnes auraient pu souhaiter la disparition de la petite mamie. Christiane Roger était vue un peu comme la Tati Daniel du quartier. Quelqu'un avec un fort caractère, quelqu'un qui effectivement avait parfois pour habitude malheureuse d'invectiver ses voisins. Elle s'était disputée avec le voisin qui avait eu juste pour seul tort de se garer devant chez elle. Ça lui a pas plu. Elle est sortie, elle a refait toute la peinture avec ses clés. Ah, Madame Roger, c'est un sacré monument. Elle était vraiment cash. Un jour, j'ai dû lui demander comment allez-vous, Madame Roger. La réponse a été qu'est-ce que ça peut vous foutre. Il était capable je sais pas, oui, elle peut pousser un coup de gueule dans la rue envers quelqu'un parce que pour n'importe quelle raison. Et d'ailleurs, la réputation de la vieille dame dépassait largement le cadre du Perreux. C'est en consultant Internet que les policiers vont s'en apercevoir, car l'une de ses colères a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux. Madame Roger est l'héroïne d'une vidéo qui a beaucoup circulé sur YouTube. Il ressort de cette vidéo qu'elle se querelle avec des ouvriers qui sont en train de monter un mur mitoyen. Le mur, il va être là. Donc, Vous devez ici. Pas là, c'est tout. C'est à moi ces arbres-là. C'est à vous ces arbres-là? Oui, c'est à moi. C'est moi qui les ai plantés. Plantés. Ah bah oui. J'ai entendu. Manifestement, elle n'était pas d'accord. Du haut de son mètre 43, la petite mamie n'a peur de rien, pas même d'insulter les ouvriers. On n'a pas encore levé le grillage, vous voyez? Espèce d'andouille.
Vous voyez pas qu'il y a eu des morceaux de grillage rajoutés? Et nous, on va le faire là. Non, vous n'allez pas le faire là. Là. Parce que vous aurez des coups. Non. C'est très bien. Excusez-moi, madame. Et moi, vous me faites pas ça. Si. Non, parce que si vous parlez plus haut, moi, je parle aussi plus haut. Hein. Ouais. Et moi, vous me faites pas ça, d'accord? Je le ferai. Si. Je vais appeler les flics, alors. Eh ben, allez, Je vais les chercher, je vais chercher les flics. Eh ben, allez chercher. Allez-y, vite fait. Non, mais... Je vais chercher les flics, alors. Et allez-y si vous avez quelque chose dans la culotte. Il y a des moments, elle est horriblement injurieuse, vilaine. Gentil, le jeune, elle est gentille. Ta gueule, les connards. Nadine Mouk, Nadine Babek. Elle est prête à taper avec sa canne sur un des ouvriers. Vous circulez, hein. Dépêchez-vous. Qu'est-ce que t'arrives? Allez. Chut, circulez. Mais je m'en bats les couilles. Allez, cassez-vous. Je suis en train de rigoler, il se fout de la gueule du monde, avec sa gueule de bébé. Elle rentre un peu dans la caricature de la grand-mère acariâtre qu'on ne va pas voir ou qu'on va voir rarement parce qu'on se fait plus engueuler finalement qu'autre chose. Flics, ils vont Eh vous ben, envoyer tant le mieux qu'ils envoient des lettres recommandées. Comme ça fera quelque chose pour me torcher le cul. La vidéo n'est pas flatteuse. Elle révèle ce côté acariâtre, certes, mais pas que ce côté acariâtre. 2 minutes après, elle va discuter. Ah bah oui, parce que vous savez, moi... Et on voit un autre personnage. C'était pas que pour emmerder le monde, c'était pour montrer qu'elle existait. Comment elle va? Hein? Comment elle va? Qui? Vous? Ça va? Bah oui, ça va, pourquoi pas. J'ai pas peur de la police. Et si jamais c'est pas à mon idée, je foutrai mes ordures ménagères chez eux. Mais en attendant, je ne veux pas de... Vous allez me boucher ça tout de suite. Hein. Le violent accrochage avec les ouvriers intervient peu de temps avant la mort de la vieille dame. Alors forcément, au 36 quai des Orfèvres, on s'interroge. La Tati Danielle Dupéreux aurait-elle été la victime de représailles de la part des maçons qu'elle a invectivés? Les policiers vont vérifier les emplois du temps, la téléphonie, les alibis, etc. Et c'est une porte qui va se refermer. Aucun des ouvriers en lien avec l'altercation n'a pu commettre ce crime. Rien non plus du côté des voisins. Pour l'instant, le meurtre de la petite mamie reste une énigme. Seulement un témoignage inattendu va tout relancer. Voici Sandrine Guyon, l'une des seules amies de Christiane Roger. Et son témoignage va mettre les policiers sur une piste, celle de la petite fille de la victime. Quelque temps avant, j'avais eu Chantal au téléphone et elle m'a dit bah, « tu verras, un jour je le tuerai ». Chantal aurait donc indirectement proféré des menaces à l'encontre de sa grand-mère. Et je lui dis « arrête de plaisanter, c'est pas drôle, on dit pas des choses comme ça, Chantal, tu verras ». Et elle m'a raccroché au nez. Au départ, je pensais que c'était une plaisanterie. Mais c'est vrai que quand j'ai appris la mort de Mme Roger, je me suis dit tout de suite « ah non, Chantal a quand même pas fait ça ». L'ami de la famille explique que depuis toujours, Christiane Roger et sa petite fille se détestent. Une haine qui s'est transmise de génération en génération. L'histoire remonte en fait à la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'elle a à peine 18 ans, Christiane Roger est victime d'une terrible agression. Christiane Roger est victime d'un viol par un soldat allemand en 1944 qui donnera la naissance de Françoise. Françoise naît, mais quelque part est rejetée par sa mère parce qu'elle est le fruit d'un viol. Quand Christiane Roger parlait de sa fille, elle disait Françoise. Elle disait pas ma fille. Moi, Mme Roger, j'ai jamais vu avec sa... Enfin, je ne l'ai jamais croisée avec sa fille. Alors, lorsque Françoise donne naissance à sa propre fille, Chantal, elle lui transmet la haine familiale. La maman de Chantal Chezot, elle-même, pestait contre sa propre mère
et a éduqué Chantal Cheyzot dans la haine de sa grand-mère. Elle a eu la haine de sa grand-mère en héritage. Il y a une haine à tout niveau. Je dirais il y a une haine au niveau de Christiane Roger vis-à-vis de Françoise, de la fille après vis-à-vis de Chantal. On se déteste dans cette famille. On se déteste tous. Et puis les enquêteurs découvrent que la haine entre Chantal et sa grand-mère avait ces derniers temps pris d'incroyables proportions. Et cela à cause d'un héritage, cette villa du Perreux, dont la grand-mère et sa petite-fille sont les seules héritières. Madame Roger a perdu sa fille qui est morte d'une leucémie foudroyante. Et puis, son mari, Charles, est mort en 2005. À la mort du mari de Christiane Roger, à la fois Christiane Roger et Chantal Cheyzot ont hérité de cette maison. Madame Roger, c'est une maison qu'elle habitait depuis des années et des années. Elle a vécu beaucoup de choses dans sa maison. Elle a vécu l'amour avec son mari. C'était chez elle. Elle vivait un peu comme un ermite dans sa grotte. Hein. C'était sa maison, c'était son territoire. Chantal Cheyzot souhaite la vendre pour récupérer la moitié et Christiane Roger souhaite demeurer dans cette maison et éviter toute vente. Donc il y a eu discorde entre les deux. Chantal Cheyzot aurait-elle éliminé sa grand-mère pour récupérer sa part d'héritage? En tout cas, pour les policiers, la petite fille a un sérieux mobile. C'est une belle demeure, ce qu'on appelle une maison bourgeoise. Elle est estimée à 600 000 €. Qui peut vouloir la mort de Christiane Roger? Qui y a intérêt? Alors, c'est pas pour une rayure de voiture, mais pour une grosse villa, ça peut valoir le coup. La guerre entre la grand-mère et sa petite-fille va connaître son apogée le 8 avril 2012. Madame Cheyzot se dit, après tout, je suis propriétaire de cette maison pour moitié. Eh bien, puisque c'est comme ça, je vais aller m'y installer. La petite fille, son mari, les enfants, sans y avoir été invités. Un beau week-end, on débarquait avec tous leurs bagages pour s'installer chez Christiane Roger. Une altercation a lieu. Madame Roger s'empare d'un couteau et menace le mari de Madame Cheyzot. Christiane Roger les a virés à coups de pied au cul avec un couteau. Il n'y a plus une semaine sans une dispute ou un coup bas. Tous les coups sont permis. Un soir, Christiane Roger découvre qu'il y a un cadenas qui verrouille son portail et qu'elle ne peut donc plus rentrer chez elle. Un autre jour, Chantal va mener son enquête sur l'état de santé de sa grand-mère. Chantal va contacter la pharmacienne chez qui sa grand-mère s'approvisionne en médicaments. Elle va également appeler le médecin traitant. Alors, c'est pas pour s'enquérir de sa santé au sens on se fait du souci pour elle. C'est au contraire pour savoir s'il y en a encore pour longtemps à attendre ou si il n'y aurait pas moyen de la dégager de cette maison. Seulement voilà, Christiane Roger est en pleine forme. Il faut savoir quand même que Madame Roger, tous les soirs, allait manger, quasiment tous les soirs, à 17h, elle allait au McDo, dans sa petite R5 rouge. Donc c'est quelqu'un qui a un certain dynamisme et est en forme pour 83 ans. C'est un petit bout de bonne femme, hein. Mais c'était du costaud. Une guerre d'héritage et des menaces de mort proférées. Pour les enquêteurs, il est temps de demander quelques explications à Chantal Cheyzot, la petite fille. Deux jours après le drame, l'héritière est convoquée au 36 quai des Orfèvres. C'est une mère de famille, a priori irréprochable, qui se présente à la brigade criminelle.
Chantal Cheyzot, c'est une femme qui a 4 enfants. Chantal Cheyzot vit à 800 km du Perreux-sur-Marne, du côté d'Agen. Elle est mariée à un surveillant pénitentiaire, Patrice Cheyzot. Donc c'est une femme au foyer, tout à fait normale, hein. Elle est sans histoire, qui n'a pas le profil d'un meurtrier. C'est une dame qui est sereine. C'est quelqu'un qui présente bien, c'est quelqu'un qui a de l'éducation, manifestement. C'est pas un voyou de grand chemin. Devant les enquêteurs, Chantal explique sans détour que le décès de sa grand-mère ne lui fait ni chaud ni froid. Seulement elle précise qu'elle y est totalement étrangère. Ils ont face à eux quelqu'un d'assez cash, en fait, qui dit les choses. Voici ce que Chantal déclare. Madame Christiane Roger est ma grand-mère par le sang. Nous n'avions aucune relation humaine. Ce n'était pas le grand amour et ça ne l'a jamais été. Je ne la considérais pas comme quelqu'un de ma famille. Elle y va, elle dit ne cherchez pas, de toute façon ma grand-mère, je l'aimais pas. Hein, y a pas de mystère. Elle est morte. Ok. Mais elle s'empresse de dire qu'elle n'a rien à voir avec la mort de sa grand-mère. Quant à son mobile, Chantal va avancer un argument qui semble imparable. Chantal Cheyzot explique au service de police qu'elle avait rendez-vous avec Christiane Roger et ses avocats chez un notaire pour justement que cette succession soit réglée. Chantal dit aux policiers qu'il y avait un espoir d'arrangement. Elle n'avait pas l'intention de tuer Madame Roger, puisque les choses vont se résoudre très bientôt. Tout semble disculper Chantal. Tout, sauf son emploi du temps, la nuit du crime. Les enquêteurs vont découvrir que le soir des faits, Chantal Cheyzot n'est pas près d'Agen à son domicile. Elle est en région parisienne, chez des amis, alors qu'elle habite dans le Lot-et-Garonne. Que fait Chantal Cheyzot à 5 km seulement du Perreux-sur-Marne le soir du meurtre? Là encore, la mère de famille va clairement se justifier. Elle a, avec Patrice Cheyzot et ses enfants, rendu visite à des amis qui vivent dans la région parisienne. Elle a pour habitude, effectivement, d'y aller chaque année. Chantal dit qu'ils n'ont pas bougé de chez ses amis, qu'ils se sont couchés vers 22h15 et qu'ils n'ont plus bougé jusqu'au lendemain matin. L'audition de Maria, l'amie de Chantal, va confirmer ses déclarations. Ce soir-là, elle n'a rien remarqué d'anormal. Alors, ils m'ont appelé quelques jours avant, toujours, pour me prévenir. Est-ce que je peux venir chez toi passer 2 jours? Et moi, j'ai dit, il n'y a pas de problème. On a parlé un peu, ils ont installé les enfants. On dîne tous à table. Bon, et puis après, ils couchent les enfants. Ils m'ont dit bonsoir, à demain. Ils m'ont dit qu'ils allaient se coucher tranquille. Et puis, plus rien. Puis le lendemain, ils se lèvent tranquilles. Ils sont partis tranquilles. Donc, a priori, Chantal est victime d'un malheureux concours de circonstances. Rien ne relie la petite fille au meurtre de sa grand-mère. Mais les policiers n'en ont pas fini avec Chantal Cheyzot. Car au même moment, du côté de la résidence du Perreux, leurs collègues vont faire une incroyable découverte. La résidence du Parc est une résidence sécurisée avec de nombreuses caméras de surveillance. Il y a 67 caméras de vidéosurveillance qui filment constamment les allées et venues des personnes qui passent devant les résidences. Or, en visionnant les images enregistrées le soir du crime, les enquêteurs vont avoir une sacrée surprise. Il est 21h43-44. Un couple passe main dans la main. Dans le chemin, il passe devant le domicile de Christiane Roger.
Un couple qui semble jeter un œil, en tout cas, à l'intérieur de la résidence. Alors c'est un coup de tonnerre dans l'enquête, puisque le couple va être reconnu. Il s'agit de Chantal Cheyzot et de son mari, Patrice Cheyzot. Incroyable, les policiers viennent de dénicher la preuve que Chantal Cheyzot et son mari ne sont pas restés tranquillement chez leur ami la nuit du meurtre. Là, c'est un coup de théâtre parce que ça veut dire qu'à 21h43, Chantal était sur les lieux du crime. Elle était devant le pavillon de sa grand-mère. Et ce n'est pas tout. 2 heures plus tard, les vidéos montrent nettement la silhouette de Patrice Cheyzot qui retourne sur les lieux. La deuxième chose qu'il découvre, c'est que Patrice Cheyzot arrive seul, ne va pas se contenter de regarder la maison, mais va enjamber le portail. Il escalade le portail et rentre à l'intérieur de la propriété. Mais il se passe un peu plus d'1h30 et l'homme ressort du domicile de la grand-mère. Alors, que s'est-il passé dans la maison de Christiane Roger pendant ce laps de temps? Sa petite fille va devoir s'expliquer. Elle est immédiatement placée en garde à vue. Les policiers vont montrer une bribe. Ils ne vont pas tout montrer, ils vont montrer juste une partie de la vidéo. Donc les policiers vont lui dire « Mais vous nous avez raconté initialement que vous aviez couché les enfants et que vous aviez dormi chez vos amis. » Mais qu'est-ce que vous faisiez dans le circuit de la villa de Christiane Roger, main dans la main, déambulant dans les allées? Ah! Face à son mensonge, la mère de famille ne se démonte pas. Chantal raconte qu'en réalité, ce soir-là, après le dîner, elle est discrètement sortie avec son mari pour faire une balade. Tout simplement. Après avoir couché les enfants, nous sommes partis en voiture tous les deux pour prendre l'air. Nous avons décidé ensemble de faire un tour et nous sommes passés devant la maison de ma grand-mère. Je lui ai dit qu'on n'avait rien à faire là, nous sommes rentrés. Madame Cheyzot revient sur ses premières déclarations devant les enquêteurs. Elle explique qu'elle a menti. Donc là, on rétropédale. Ah, mais on a fait une promenade digestive. Très bien. C'est cohérent, il n'y a pas de souci. Et puis l'estocade. Que fait votre mari en train d'escalader la propriété de votre grand-mère? Acculée, Chantal va alors faire une révélation surprenante. C'est son mari, Patrice, qui a tué Christiane Roger. Et il aurait agi à son insu. Je me suis endormie comme une masse. Ensuite, je me suis réveillée et j'ai vu qu'il n'était plus là. Alors Chantal Cheyzot, elle se dédouane de sa responsabilité en disant que potentiellement, Patrice Cheyzot s'est réveillé alors qu'elle dormait et qu'il est venu seul dans la résidence du parc, mais qu'elle, elle n'était pas là au moment des faits. La petite fille poursuit. Depuis quelques jours, elle a bien remarqué que son mari avait un poids sur la conscience. Depuis lundi, c'est une personne qui ne décroche plus un mot. J'ai remarqué qu'il a changé de comportement depuis sa disparition. Chantal va décrire aux policiers un changement d'attitude de son mari. Elle le décrit aux policiers comme taciturne. Elle sentait bien qu'il s'était passé quelque chose. En gros, elle le désigne, elle l'accable comme étant le seul responsable de ce qui s'était passé cette nuit-là. Alors, Patrice Cheyzot aurait-il tué Christiane Roger de son propre chef? Et si oui, pourquoi? Le 9 novembre 2012, il est 15h, lorsque les enquêteurs interpellent Patrice Cheyzot chez l'un de ses amis. Monsieur ouvre la porte
de chez cet ami. Et voyant les fonctionnaires de la criminelle, tout de suite leur dit « Je suis soulagée de vous voir ». Et tout de suite leur lâche qu'il a tué Christiane Roger. Mais il précise bien aux enquêteurs qu'il n'avait aucune intention initiale de la tuer. Et Patrice Chézeau d'expliquer que ce mardi 6 novembre, il serait allé chez Christiane Roger au beau milieu de la nuit pour trouver une solution à l'amiable à cet épineux problème d'héritage. Il indique aux policiers qu'il est venu pour avoir une explication, une discussion avec la grand-mère de sa femme. La lumière au domicile de la grand-mère est allumée, ce qui veut dire qu'elle est réveillée. Patrice Chézeau a enjambé le portail. Il va frapper à la porte, il ne se passe rien. À partir de là, il défonce la porte. Monsieur Chézeau se dirige vers la chambre de Madame Roger. Selon lui, Christiane Roger ne dort pas et elle lui réserve un accueil dont elle a le secret. Elle lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, espèce d'abruti ?» Il a dit « Il faut que ça cesse, regarde le mal que tu fais à ma femme, regarde le mal que tu fais à mes enfants. » Et donc, il raconte aux policiers qu'il a cherché une explication qui a mal tourné. Christiane Roger lui a dit cette phrase terrible qui est que, je la cite, toi et ta pute de femme et tes bâtards d'enfants, tant que je serai vivante, vous n'aurez rien. Sous le flot des insultes de la grand-mère, le bon samaritain aurait littéralement disjoncté. Il est pris de fureur. Il pète les plombs, il saute sur cette femme, il la jette sur le lit. Et puis ensuite, il finit par l'étouffer avec un oreiller. Ce n'était pas volontaire. Je suis allé la voir pour discuter car il fallait en finir avec cette histoire de maison. Cela a mal tourné. Ma femme ne sait rien, elle n'a rien à voir dans cette histoire. Le surveillant pénitentiaire paraît sincère, mais à y regarder de plus près, son histoire ne tient pas vraiment debout. Alors la version du mari, elle tient pas parce que déjà on rentre pas à pas d'heure chez les gens quand ils sont censés dormir et à 83 ans. Patrice Chézeau vient discuter avec une vieille dame et il casse la porte avec son épaule. Pour discuter, effectivement, on peut sonner, c'est quand même mieux. Il rentre d'une manière, il rentre comme un voyou chez elle. Et puis, en passant la propriété de Christiane Roger au peigne fin, les policiers vont avoir la preuve que Patrice Chézeau n'est pas venu pour parler ce soir-là. Les policiers constatent que les freins de la voiture de Christiane Roger ont été sectionnés. Et ils constatent également que les fils du téléphone qui passent au-dessus de la porte d'entrée ont également été coupés. C'est en fait saboter tous ces moyens de communication et de fuite. On est chez quelqu'un qui veut que de manière définitive et certaine, la personne reste là et ne puisse solliciter aucun secours, ne puisse pas s'en tirer. On est chez quelqu'un qui veut la tuer. De toute évidence, Patrice Chézeau a tendu un piège à la malheureuse grand-mère, dont elle ne pouvait pas réchapper. Le mari de Chantal a donc menti. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul. Les enquêteurs du 36 se rendent compte que le soir du crime, le téléphone de Chantal borne au Perreux et pas au domicile des amis. Le téléphone de Chantal Chézeau borne à proximité de la résidence de Madame Roger, ce qui prouve bien que, comme elle l'a dit, elle n'est pas restée dormir chez ses amis, mais qu'elle était bien présente quelque part à proximité des lieux. En fait, les policiers découvrent qu'à l'heure du crime, Chantal était en contact permanent avec son mari. Pendant 2 heures, elle et lui ont échangé 50 SMS.
mais ces SMS ont été supprimés des téléphones portables de Patrice Chézeau et Chantal Chézeau. Et ça en fait évidemment une complice dans l'assassinat, mais alors sur mesure. Les enquêteurs en ont désormais la certitude. Patrice et Chantal Chézeau ont tous les deux participé au meurtre de Christiane Roger. Reste à obtenir leurs aveux. Les enquêteurs décident de confronter Patrice Chézeau et sa femme. Ils sont pris dans la nasse. Il ne leur reste plus qu'une seule chose, c'est dire la vérité. C'est ce qu'ils ont fait. Et c'est Chantal qui va craquer la première. Voici ce qu'elle avoue aux enquêteurs. Nous sommes allés au domicile de ma grand-mère dans l'intention de la tuer. Nous voulions la tuer tous les deux. Patrice Chézeau reconnaît être venu avec un dessein criminel pour tuer Madame Roger, et Chantal Chézeau également reconnaît qu'elle a participé. Tous les deux ont préparé et ont prémédité ce crime. Une préparation minutieuse, à tel point que le couple avait même réfléchi à un scénario au cas où il se ferait arrêter. On s'est effectivement mis d'accord avec mon épouse pour dire qu'elle n'avait rien à voir dans ce meurtre. Moi, j'étais pincé, autant qu'elle s'en sorte. Ils avaient répété leur partition avant. Il y a eu un pacte entre Patrice Chézeau et Chantal Chézeau. Si on se fait prendre, il est décidé que Patrice prendrait tout sur lui pour qu'elle puisse hériter de la maison. On va s'apercevoir que lui, il endosse le rôle du méchant, il endosse le rôle du criminel et il s'évertue à la dégager le plus possible pour être sûr de toucher l'héritage. Le 11 novembre 2012, 5 jours après le crime, Patrice et Chantal Chézeau sont mis en examen pour assassinat et complicité d'assassinat. Ils sont aussitôt placés en détention provisoire. Prévenus par les enquêteurs, les voisins n'en reviennent pas. Le jour où on apprend que c'est la petite fille et son mari, alors on se dit que c'est dégueulasse. On se dit, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête pour faire un truc pareil? C'est en épluchant les comptes des Chézeau que les policiers vont avoir un début de réponse, car le couple est totalement ruiné. Ils gagnent à eux deux 3 500 €, ce qui est une somme normale. Des milliers de couples réussissent à vivre avec 3 500 €. Eux, non. Patrice est un adepte du jeu. Et voilà un couple qui possède 2 voitures. Je crois qu'il y a une BMW, une XM. Ils ont acheté un camping-car pour une valeur de 33 000 €. Le niveau de vie qu'ils veulent se donner est de manière constante, bien supérieure à leur capacité. Il n'y a pas un besoin absolu d'avoir tel ou tel bien. Pour autant, ils vont l'acheter. Eux, c'est ça. Chantal avait la folie des grandeurs. C'était quelqu'un qui était très vénal. C'était une dépensière née. Chantal, c'est simple, quand vous la regardez, vous avez l'impression de voir des dollars dans ses yeux. Plus elle avait d'argent, et plus elle en voulait. Et ça, c'est Chantal. Chantal, c'est argent, argent, argent. Au fil du temps, la situation devient intenable. Les époux Chézeau sont endettés à hauteur de 90 000 € de crédit à la consommation. Ils ont des huissiers qui commencent à leur tourner autour. Il saute aux yeux que les Chézeau sont en état de faillite personnelle. Ils n'ont plus d'argent. Ils sont interdits bancaires, ils ne payent plus leur loyer. Ils sont pendus de chez pendus, ils n'ont plus un rond. Chantal m'avait dit, voilà, je suis rendue trop loin, je ne peux plus attendre, faut que je rembourse. Acculée, la famille Chézeau n'a plus qu'une solution pour s'en sortir. Ils se disent que le bout du tunnel, c'est la résolution
du litige successoral. Cette histoire de maison, c'était un peu comme on gagne au loto. S'ils touchent le gros lot, ça règle tous leurs problèmes. Pour sortir de cette situation, la seule solution, c'était de la tuer. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et voici le récit insensé de la nuit du drame, tel que les époux Chezot l'ont raconté aux enquêteurs. Un crime en réalité loin d'être parfait. Le mardi 6 novembre 2012, c'est les vacances de la Toussaint. Le couple meurtrier parcourt 800 km pour aller chez Maria, une amie qui habite à quelques pas seulement de la maison qu'ils convoitent. Après avoir couché leurs enfants chez ses amis, les Chezot décident d'aller chez Madame Roger. Lorsqu'il quitte le domicile de chez Maria, Patrice va prendre à l'atelier de chez ses amis un tournevis et une pince coupante. Ensuite, ils partent en voiture jusqu'au domicile de la grand-mère. Il est 21h50. Patrice et Chantal Chezot ont prévu de tuer Christiane Roger pendant son sommeil. Mais il y a un problème. Elle n'est pas encore couchée. Ils passent devant le pavillon de la grand-mère, observent qu'il y a de la lumière, et là, ils vont se poser dans la voiture, dans leur voiture, et ils vont attendre environ 2 heures. Les rôles vont se distribuer durant ces 2 heures. Monsieur va tuer Madame Roger. Madame reste dans la voiture. 23h40, Patrice Chezot enfile une polaire sombre pour passer inaperçu. Mais l'apprenti meurtrier a oublié un petit détail. Le quartier est truffé de caméras. Il s'approche du portail, enjambe ce portail. Il saute la barrière devant les caméras de surveillance. Il est filmé. C'est du grand n'importe quoi. Une fois à l'intérieur, il fracture la porte du garage. Et puis, il va sectionner les freins du véhicule. Pour s'assurer que Christiane Roger ne puisse pas alerter les secours, Patrice Chezot décide de couper le téléphone de la grand-mère. Mais l'homme va commettre une grossière erreur. Il coupe les lignes téléphoniques. Sauf qu'il n'a pas coupé le bon fil du téléphone. Et comble de la maladresse criminelle, il compose le numéro de téléphone pour s'assurer que ça ne fonctionne plus. Manque de chance, le téléphone sonne et d'ailleurs réveille Christiane Roger. Pris de panique, Patrice prévient aussitôt Chantal, qui, chose incroyable, joue tranquillement au solitaire dans la voiture. Là, il envoie un SMS en disant en gros, on ne peut plus faire marche arrière. Si je dois le faire, c'est maintenant. Et elle lui répond, fais ce qu'il est nécessaire de faire. Patrice Chezot casse la porte avec son épaule. Il va tout de suite se rendre dans la chambre de Christiane Roger. Sauf que la grand-mère est réveillée puis qu'elle est debout. Évidemment, tout de suite, les choses s'enveniment. Dans la dispute, Patrice Chezot va sauvagement étouffer la petite mamie. La discussion tourne court parce qu'elle est odieuse et il faut la faire taire. Et il tue Madame Roger. Patrice va alors maladroitement maquiller son terrible crime en mort naturelle. Mais une fois encore, c'est un échec. Il va refixer le verrou qu'il a cassé. Il ne fera pas attention au morceau de chambranle qui est à côté par terre. Il quitte la maison, mais il prend le soin de s'emparer des clés de Madame Roger. Il va refermer la porte de la maison. Il est presque 2 heures du matin lorsque Patrice Chezot revient dans le champ de la caméra de vidéosurveillance.
Il rejoint son épouse qui l'attend dans la voiture au coin de la rue. Et il rentre chez Maria. Les deux complices retournent se coucher chez leur ami, comme si de rien n'était. C'est un peu les pieds nickelés de la préméditation. On est loin des virtuoses. Je crois qu'il a multiplié toutes les erreurs qui étaient imaginables. Tout est fait dans le dépit du bon sens. La seule chose qui a fonctionné, finalement, c'est la mise à mort. C'est pas des criminels professionnels. Ce sont des parents qui vivent avec une vie normale jusqu'à ce qu'ils décident l'un et l'autre de se lancer dans ce projet funeste. Mardi 27 janvier 2015, s'ouvre le procès de Patrice et Chantal Cheyzot devant la cour d'assises de Créteil. Les deux accusés risquent la prison à perpétuité. Et fait rarissime dans un procès pour assassinat, le banc de la partie civile est désespérément vide. Ni famille, ni amis pour soutenir la cause de Christiane Roger. C'est donc Christine Lahy, avocate générale, qui va défendre la petite grand-mère acariâtre. L'absence de partie civile va donner à l'avocate générale un rôle plus important. Ces réquisitions débutent par « Aujourd'hui, je suis Christiane Roger ». Ce procès a démarré le 30 janvier 2015. 30 janvier 2015, nous sommes juste après l'attentat de Charlie Hebdo. Et là, pour le coup, moi, j'ai été Christiane Roger. Voilà. Chose stupéfiante, face à la cour, Chantal nie avoir tué sa grand-mère. Et elle prétend que ses aveux lui ont été extorqués. Les aveux extorqués. Pas de chance. Il y a des vidéos qui sont tournées en matière criminelle sur les auditions, donc on était tranquille par rapport à tout ça. En revanche, il y a une autre vidéo qui va peut-être jouer en la faveur de la petite fille de Christiane Roger et laisser les jurés pantois. Et puis ce trou-là, vous allez me le boucher vite fait, sinon c'est moi qui le rebouche. Pendant ce procès, il y a eu un moment particulier, la diffusion de la vidéo de Christiane Roger. Ta gueule, les connards. On met des dents, hein. Celle-là, avec ses recommandés, elle peut se les foutre au cul, hein. Non, mais ça... Elle reste avec. Cette vidéo, c'est la démonstration qu'on ne peut pas discuter avec cette femme. Et qu'à partir de là, ça justifie presque un peu, en tout cas dans l'esprit de la défense, le geste qui a été commis après. Chantal Cheyzot espère bien bénéficier de circonstances atténuantes. Cependant, au fil des audiences, elle apparaît comme une femme vénale qui aurait poussé son mari au crime. Les jurés ont la conviction que Chantal Cheyzot a encouragé, voire manipulé son mari. Si monsieur n'avait pas eu quelqu'un à ses côtés qui pousse à tout cela, il n'aurait pas fait. Il aurait fait n'importe quoi pour Chantal. Et je suis persuadée que Chantal a manipulé son mari. Car Chantal, c'est une fille, je vais être méchante en disant ça, mais c'est une fille qui fera faire le sale boulot par quelqu'un d'autre au lieu de le faire par elle-même. Et là, elle avait trouvé la bonne patte qui était capable par amour de faire le sale boulot à sa place. Après 3 jours de procès, le verdict tombe et la sentence est la même pour les deux accusés. La Cour leur a infligé 18 ans. La même peine, c'était ça qui me semblait important. C'est une peine déjà très conséquente quand on pense qu'il s'agit effectivement d'un couple ayant des enfants dont certains sont assez jeunes et d'un couple qui n'avait pas eu de démêlé avec la justice. Incarcérés depuis 5 années, Chantal et Patrice Cheyzot ont décidé de divorcer. Quant à la maison de la grand-mère, ce sont leurs enfants qui pourront en hériter à leur majorité.